Si vous achetez une maison à la campagne, elle sera bientôt pleine d'odeurs. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'odeur du chèvrefeuille qui grimpe le long des murs, l'odeur de la cave humide, l'odeur de la charpente dans le grenier. D'autres odeurs aussi, mystérieuses, déplaisantes, inexplicables. Sophie est à un tournant de l'existence, son mariage est capoté. Après 10 ans d'un bonheur relatif, elle s'est aperçue de l'erreur qu'elle avait commise en épousant Jean-Philippe, infidèle, capricieux, incapable de prendre ses responsabilités. Sophie a donc demandé et obtenu le divorce, ainsi que la garde de leurs 2 enfants, Mireille qui a 13 ans et Delphine qui en a 12. Les filles, j'ai envie de faire planter un saule pleureur devant la porte de la maison. C'est tellement joli. Et avec un terrain un peu humide, au bord de la mare, ça fera une ombre très légère. Mireille et Delphine, comme leur mère, adorent la campagne, les arbres, les fleurs, les petits oiseaux, mais elles ont l'esprit pratique. Et tu crois qu'il va pousser? Tu sais comment on s'occupe d'un arbre? Et Sophie répond, je suis passé chez l'horticulteur de la Ferté. Il viendra lui-même planter le saule, et il passera de temps en temps pour voir si tout se passe bien. Et ce saule pleureur va changer la vie de Sophie. L'horticulteur en question, Paul Amchin, est un solide gaillard d'une 40aine d'années. Il possède une moustache en guidon de vélo, des yeux clairs qui respirent la franchise. Vous allez bien boire quelque chose avec cette chaleur. C'est ainsi qu'au fil des visites, Paul fait mieux la connaissance de Sophie. Il lui révèle qu'il est divorcé sans enfant, lui raconte son propre parcours du malheur. Paul et Sophie comprennent très vite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mireille et Delphine trouvent Paul vachement sympa et elles le verraient très bien en chef de famille. Cela fait 6 ans que leur père a disparu de leur paysage. Paul confie à Sophie, « J'ai des problèmes avec mon entreprise d'horticulture. Je manque de place pour agrandir mes serres de primeur. J'aimerais bien m'installer au Moureau. Il y a une ferme de 20 hectares à vendre. » Sophie, qui est désormais la nouvelle Madame Paul Amchin, ne voit rien à redire. « Oui, allons-y. Si tu penses que c'est mieux, changeons de paysage. » Un dernier regard au saule pleureur qui leur a permis de se connaître, et toute la famille s'installe dans la vieille ferme du Moureau. Pierre Belle est le nom de la ferme. Paul et Sophie s'informent de l'origine de ce joli nom. Les gens du hameau leur donnent la réponse. Il paraît qu'il y a un très vieux cimetière chez vous. On a trouvé un sarcophage romain sculpté qui est au musée de Chinon. C'était ça, la Pierre Belle. Après quelques mois de rénovation, Pierre Belle est fin prête pour la vie moderne. Cuisine, salle de bain, toilettes modernes, chauffage au fioul. Paul a mis à nu les poutres noyées dans le torchis. Les glycines, les rosiers, la vigne grimpent le long de la façade. Mireille et Delphine sont enchantées de leur nouveau domaine. Paul, c'est incroyable, les fenêtres en aluminium que nous avons commandées ne vont pas du tout. Toutes les dimensions sont fausses. Ah ben alors bravo. Et c'est l'entrepreneur lui-même qui a pris les mesures. S'il travaille toujours comme ça, il va pas tarder à faire faillite. L'entrepreneur a beau retourner le problème en tous sens, il ne comprend rien, mais accepte de refaire les châssis de fenêtres. Enfin, je me demande comment j'ai pu faire mon compte. C'est la première fois que je me plante dans mes calculs. 1 centimètre, c'est quand même dingue. Sophie décide qu'un portail électrique serait quand même plus commode pour faciliter les allées et venues de Paul et de sa camionnette. Sinon, à chaque fois, il faut aller ouvrir, fermer ce gros portail, c'est tuant. Le portail est mis en place 1 mois plus tard, il fonctionne très bien pendant 1 semaine, et puis les ennuis commencent. Un des vantaux se grippe, et puis le second. Voilà la famille Amchin coincée chez elle. On répare le portail électrique qui, de toute manière, était sous garantie. Paul, la porte du congélateur, elle s'est ouverte cette nuit. Tout a dégivré. Cette petite contrariété est bientôt suivie de plusieurs autres. La machine à laver, le réfrigérateur, le chauffage au fioul connaissent eux aussi des pannes plus ou moins graves, plus ou moins prolongées. Et Sophie commence à se poser des questions. Je me demande si nous n'étions pas mieux dans l'autre ferme. Ici, on dirait que la maison nous repousse. Mais non, ma chérie, ce n'est qu'une mauvaise passe. Et puis,
Tu n'es peut-être pas très habile au maniement des appareils électroménagers. Sophie n'apprécie pas vraiment ce commentaire typiquement macho. Bien sûr, si quelqu'un est responsable des ennuis mécaniques, ce ne peut être qu'elle, Sophie. Puisqu'on est dans la série des ennuis mécaniques, il faudrait que l'on change la voiture. C'est toi qui conduis et qui es le mécanicien. On va bien voir si les choses se passeront mieux avec ta nouvelle Renault. La nouvelle voiture a un break, a de l'allure. Mais dès les premières sorties, Paul est bien obligé de reconnaître qu'il y a un problème. La tenue de route n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, je n'ai pas tourné autour du pot. Je retourne chez Virieux. Virieux, c'est le concessionnaire de la marque. Après avoir examiné le véhicule, il annonce tout compris, je n'y comprends rien. Vos pneus ne sont pas adaptés. Je ne comprends pas, c'est une erreur de l'usine. Sophie remarque ironique, tiens, si la poisse s'étend jusqu'à l'usine Renault, ça me rassure un peu. Après les pneus de la nouvelle voiture, les ennuis continuent. Maman, Paul, les poissons rouges, ils ont une drôle d'allure, ils nagent sur le dos. En effet, les poissons du bassin installés par Paul sont tous le ventre en l'air. On analyse l'eau, rien d'anormal, elle est si pure qu'on pourrait la boire. Après les poissons rouges, c'est le chat qui manque de mourir après avoir été mordu par un animal non identifié au fond du jardin. Moulineau, le chien briard, commence à se traîner. Le vétérinaire est formel, c'est un cancer, c'est bizarre. À 6 ans, il n'est pas vraiment vieux. Le soir, Sophie et Paul ne peuvent s'empêcher d'avoir le moral un peu bas. Sophie saisit la main de Paul et demande avec des larmes dans la voix « J'ai l'impression qu'une force nous veut du mal. Je me demande si c'est Jean-Philippe. Ou bien ton ex-femme. Mais tu es folle. Mais ni ton ex, ni Caroline ne sont capables de faire de la magie noire. Eh bien, qui que ce soit, si elle s'en prendre à Mireille ou Delphine, je te préviens, Paul, si les petites tombent malades, je ne pourrai pas continuer à habiter ici. » Paul prend Sophie entre ses bras et tente de la calmer. 2 jours plus tard, Sophie appelle Paul. « Chérie, c'est bizarre. Il y a une drôle d'odeur dans la salle de bain. Je me demande d'où ça vient. » Paul vient constater. « Oui, c'est une odeur acide. C'est bizarre, quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, j'ai rien remarqué. L'odeur est assez forte, mais elle disparaît soudain, pour revenir tout aussi vite, par bouffée à l'improviste. » Paul examine tous les coins de la salle de bain toute neuve, mais il n'y a rien d'anormal. La seconde salle de bain, elle aussi, est parfois envahie par cette même odeur inexplicable. « Sophie ! Chérie, viens dans le couloir. » Sophie arrive un peu inquiète. « Est-ce que tu sens ce que je sens ? » « Mais c'est pas possible, ça sent la charogne. On dirait qu'il y a un rat crevé dans le mur, mais c'est horrible. » Et comme dans les salles de bain, l'odeur arrive tout à trac, disparaît, réapparaît, tantôt à un bout du couloir, tantôt à l'autre. Une odeur écœurante, brutale, qui disparaît soudain complètement. Paul et Sophie explorent les buissons extérieurs, sondent les cloisons, rien n'y fait. On ne trouve aucune raison à cette puanteur intermittente. Mais le mystère des odeurs passe au second plan quand Sophie doit interrompre ses activités professionnelles. De gros problèmes de colonne vertébrale la clouent au lit pour de longues heures. Paul, je crois que Pierre Bell ne veut pas de nous. Dès que j'irai mieux, nous essaierons de nous installer ailleurs, même si tu gardes les terres pour tes serres. Tu as peut-être raison. Moi aussi, j'ai du mal à dormir. Je commence à me sentir stressé, mal dans ma peau. Sophie, lors de ses promenades dans le hameau, se renseigne sur les antécédents de Pierre Bell. Pierre Bell ? Oh, ma pauvre dame, ça n'a pas toujours été une belle propriété. Pendant la guerre, il y avait un vieux couple, les Verriot, ils faisaient partie de la résistance. Mais le maquis a été encerclé par les Boches, il y a eu un massacre. D'ailleurs, la ferme de Pierre Bell a été entièrement brûlée à l'époque. Sophie écoute le récit du drame. La voisine continue. Les Verriot sont revenus après l'incendie. Ils ont vécu comme ils ont pu. Lui, il est mort en 74, elle a continué encore 2 ans. Puis elle est partie chez sa sœur où elle est morte. Une histoire banale en quelque sorte. Sophie rentre chez elle. Oh, ça y est, l'odeur est encore dans la salle de bain, mais c'est fou. Mais on dirait
Paul, on dirait... Tu sais ce que l'on sent dans la salle de bain? Paul donne sa langue au chat. Ça sent la sueur. La sueur d'un homme qui vient de travailler en plein soleil toute la journée. Je sais ce que c'est. C'est la sueur de M. Verriot, l'ancien fermier. J'en suis certaine. Sophie s'est mise à crier. « Je vous ai reconnu, M. Verriot. C'est vous qui hantez notre salle de bain. Allez-vous-en !» Et immédiatement, l'odeur de sueur aigre disparaît comme par enchantement, pour ne jamais revenir. Et l'odeur de charogne? La chose est plus compliquée. Un spécialiste en maison hantée avance une hypothèse. Ce serait celle du cimetière romain. Ou bien les morts tués au cours d'un combat il y a presque 2000 ans. En tous les cas, dès qu'il a identifié l'odeur, elle aussi disparaît définitivement. Hélas, le malheur continue. Paul meurt d'un cancer foudroyant. Eh bien, depuis sa disparition, tout va bien à Pierre-Belle. Sophie est persuadée que Paul, de là-haut, veille sur elle et sur sa maison. Ce soir-là, le théâtre Olympia est complet. Toute la ville s'est ruée pour assister au spectacle de voyance donné par le grand Christophe Sourmian. Nous sommes à Prague, dans les années qui précèdent de peu la Seconde Guerre mondiale. Christophe Sourmian n'est pas n'importe qui, c'est un personnage doté de dons incontestables. Bien sûr, certains pensent qu'il s'agit purement et simplement d'un illusionniste, et les discussions à son sujet sont sans fin. Je vous assure qu'il s'agit simplement d'un numéro de music-hall de grande classe. Je l'ai vu au Wintergarten de Berlin. Mais absolument pas. La dernière fois que j'ai assisté à une de ces réunions, il a fait des révélations incroyables à mon épouse concernant son père et ses cousins germains. Comment voulez-vous qu'il possède de tels renseignements? Il a mentionné des conversations qui sont de véritables secrets de famille. D'ailleurs, vous allez voir, si ce soir vous faites vraiment appel à lui, je suis certaine que vous allez être bouleversés. Effectivement, le spectacle, ou plutôt la conférence, ou disons la consultation collective, que Christophe Sourmian donne devant 500 spectateurs fascinés, trouble bien des esprits et ébranle bien des convictions rationalistes. En revenant dans les coulisses, Christophe Sourmian, comme à l'accoutumée, est très fatigué. Il claque littéralement des dents. Le régisseur s'inquiète un peu. « Ça va, monsieur Sourmian? Vous avez l'air épuisé ce soir. »« Oh, comme d'habitude. Mais ce soir, ils m'ont complètement vidé. Et puis, j'ai vu plusieurs morts prochaines dans des conditions atroces. J'ai eu des visions de camps avec des milliers d'êtres mourant de faim, des fours incandescents, des corps accumulés. Je n'arrive pas à interpréter ça, mais j'ai l'impression que le monde court à une catastrophe imminente et planétaire. Mais dire quand cela arrivera, c'est difficile. En tout cas, je ne pouvais pas mentionner ces visions au public. Je n'avais pas le droit. » Le régisseur reste muet. Il connaît bien le talent mystérieux de Christophe Sourmian et il est immédiatement persuadé que ces visions sont un très mauvais présage pour l'humanité. Christophe Sourmian fait un effort pour changer de conversation. « Bon, je vais vite rentrer chez moi et me mettre au lit. Après ces séances, il n'y a que le sommeil qui me remette d'aplomb. » Et une demi-heure plus tard, dans un appartement cossu du vieux Prague, Christophe Sourmian s'endort du sommeil du juste. Mais le sommeil du juste peut lui aussi être traversé par des visions troublantes, surtout si le juste est doué pour les visions dans des dimensions inconnues. Au réveil, Christophe Sourmian se sent à peine reposé. Bon, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, aucune séance de voyance n'est prévue. Quand Elsa, sa vieille nourrice, qui lui sert aujourd'hui de bonne, vient lui apporter le plateau du petit déjeuner, il ne peut s'empêcher de lui raconter le rêve qu'il vient de faire. Écoute ça. Je suis dans une ville inconnue, il pleut. Je marche sous la pluie. Partout, il y a des enseignes lumineuses qui clignotent. Et soudain, un autobus arrive et s'arrête. Je vois une jeune femme très élégante qui en descend. Elle porte un manteau bordé d'écureuils et une très jolie toque, faite de la même fourrure, qui est penchée sur son oreille. Elle ouvre son parapluie. En la voyant, j'ai la sensation de très bien la connaître, mais en même temps, je ne sais ni comment elle se nomme, ni où j'ai pu la rencontrer. Alors, elle traverse la rue et se dirige vers un très grand bâtiment tout illuminé. Elle y entre. Je me décide à la suivre, mais au moment où je vais me lancer sur la chaussée, quelqu'un me frappe sur l'épaule.
Devine qui c'est. Tu ne croiras jamais. Elsa répond avec résignation. Oh, avec toi, mon petit Christophe, je suis prête à tout croire. Tu m'en as tellement fait voir, et tu m'en as tellement raconté toutes les couleurs. Christophe Sourmian n'entend pas le commentaire de la vieille Elsa, il poursuit le récit de son rêve. Eh bien, la personne qui me frappe sur l'épaule, c'est Caline Crombeck. Tu te souviens de Caline Crombeck, Elsa? Oh, ce pauvre Caline, il était si gentil. Dire que ça fait déjà 20 ans qu'il est mort. Et quelle mort idiote, dans cet incendie, à cause de la foudre qui avait frappé sa maison. Bref, je me retourne, et Caline est là. Il a une grande brûlure qui lui mange la moitié du visage et le front, exactement comme au moment où on l'a retiré de sa chambre. Mais moi, dans mon rêve, je n'ai qu'une idée, c'est de traverser la rue pour rejoindre la belle inconnue qui vient de pénétrer dans l'immeuble. Alors j'ai un peu honte de l'avouer, je m'élance, en laissant ce pauvre Caline en plan. Je la vois de l'autre côté de la rue, elle est en train de monter un grand escalier recouvert d'un tapis rouge, tout illuminé. Mais Caline me frappe alors violemment sur l'épaule. Et c'est à ce moment-là que tu m'as réveillé avec le plateau du petit déjeuner. Elsa ne s'aventure pas à diagnostiquer quoi que ce soit de bon dans le rêve de son cher Christophe, mais Sourmian, durant les jours qui suivent, se laisse un peu obséder par son rêve. Est-ce à cause de la présence de Caline, le vieux copain mort depuis tant d'années? Est-ce par le mystère de la jeune femme inconnue et pourtant déjà rencontrée? Christophe Sourmian en parle même à son neveu qui commence une brillante carrière de psychiatre. Mais de cet entretien, il ne ressort rien de bien instructif. Le neveu dit « Je crois, mon cher oncle, que c'est la précision dans les détails de votre rêve qui vous impressionne. Vous arrivez à ne plus savoir exactement si vous avez rêvé ou vécu cette scène. À moins que vous ne soyez sur le point de la vivre. Avec vous, je m'attends à tout. » Il faudra patienter 1 an pour que Christophe Sourmian ait quelques éclaircissements sur la signification de son rêve. Sa tournée de conférence l'amène à Varsovie. C'est la première fois qu'il vient dans cette ville si pittoresque. Le haut clergé de la ville a fait savoir qu'il désapprouvait nettement sa venue et ses voyances. Mais cette interdiction a paradoxalement fait une publicité inattendue et déclenché un mouvement de curiosité sans précédent envers le voyant. Ce jour-là, Christophe Sourmian flâne dans les rues de la vieille ville, admirant les monuments pittoresques et se laissant aller au charme de la vieille cité. Mais soudain, il s'arrête, figé d'étonnement. Au détour d'un boulevard très moderne, il aperçoit un bâtiment tout illuminé. Mon rêve, ça y est. J'y suis, je le reconnais. C'est le bâtiment où la jeune femme si élégante est entrée. Soudain, la pluie commence à tomber. Christophe Sourmian remonte le col de son imperméable. Il est figé sur place et pense « Il faut que je voie ce qui va se passer. Il faut que je voie si mon rêve... » Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Un autobus vient de surgir du coin d'une avenue. Il s'arrête à l'endroit prévu où quelques personnes attendent patiemment sur leur parapluie. Sourmian écarquille les yeux pour voir les passagers qui descendent. La voilà. En effet, il reconnaît d'un seul regard l'élégante jeune femme dont il a rêvé 1 an plus tôt. C'est bien elle, avec son long manteau bordé d'écureuils et la toque faite de la même fourrure. Elle ouvre un parapluie et se met en attente au bord du trottoir pour traverser dès que le feu sera ouvert. Sourmian se dit « Enfin, je vais savoir. » Il va pour s'élancer sur la chaussée, mais il ne parviendra jamais à rejoindre la belle inconnue. Quand il se réveille quelques heures plus tard, il se retrouve dans une chambre immaculée de l'hôpital de Varsovie. Tant bien que mal, on lui explique qu'il a été victime d'un malaise et que la police, l'ayant récupéré, l'a fait transporter aux urgences. Vous souvenez-vous de quelque chose? Avez-vous été heurté par un véhicule? Non. Non, maintenant je me souviens que j'ai eu un éblouissement et puis j'ai senti comme un voile violet qui me tombait devant les yeux. Et c'est tout. Le médecin-chef précise « Nous vous avons examiné sous toutes les coutures et nous n'avons rien trouvé d'anormal, ni plaie, ni ecchymose. Votre tension et votre rythme cardiaque sont parfaits, rien d'anormal au niveau des yeux. Mais si j'étais vous, je resterai ici pendant 1 ou 2 jours, au cas où. » Le lendemain, une infirmière d'origine tchèque entre dans sa chambre
et lui tend un journal en lui disant « Eh bien, monsieur Sourmian, on peut dire que vous êtes verni. Regardez les journaux. » Christophe Sourmian répond « Excusez-moi, mais si vous pouviez me traduire, mes connaissances en polonais sont un peu rudimentaires. » Eh bien, vous avez dit qu'au moment où vous vous êtes évanoui, vous vous apprêtiez à traverser pour pénétrer dans un bâtiment illuminé de l'autre côté de la rue. Ce bâtiment, si j'ai bien compris, c'est le cercle de la Fondation Volkonski. Il est inclus dans un ensemble qui est consacré à la culture. Et hier soir, il y avait un grand gala de charité. Et alors, que dit le journal? Le journal dit 50 morts dans un incendie gigantesque au gala de la Fondation Volkonski. C'est ainsi que Christophe Sourmian apprend que presque immédiatement après son transport à l'hôpital, l'incendie a éclaté dans le bâtiment où il a vu pénétrer l'inconnue élégante de son rêve. Mais si je ne m'étais pas évanoui, j'aurais sans doute moi aussi été pris dans l'incendie. L'évanouissement correspond exactement au moment dans mon rêve où ce pauvre Kaline est venu me frapper sur l'épaule. Quelques jours plus tard, sorti de l'hôpital de Varsovie, Christophe Sourmian continue à rechercher dans les journaux polonais d'autres détails concernant l'incendie meurtrier auquel il a miraculeusement échappé. Il recherche aussi, sans se l'avouer, des traces de la belle inconnue qu'il a tellement intriguée, aussi bien dans son rêve que dans la réalité. Ce jour-là, un quotidien publie une pleine page de photographies des victimes. Et Christophe Sourmian ne peut s'empêcher de sursauter. La belle jeune femme est là. De toute évidence, c'est une photographie d'identité. Le journal explique qu'elle a été retrouvée dans un sac à main féminin aux 3/4 carbonisé. Mais on ignore l'identité de la jeune femme à la toque d'écureuil. 2 jours plus tard, Christophe Sourmian se rend au siège du journal pour obtenir des précisions sur l'inconnu. Ces précisions ne font que renforcer le mystère. Le rédacteur en chef explique: à la suite d'une erreur d'information, nous avons compté cette jeune femme au nombre des victimes. En fait, seuls les restes de son sac à main ont été retrouvés sur les lieux du désastre. Mais plusieurs témoins l'auraient vue quittant le gala de la Fondation Volkonski juste avant le drame. Et Christophe Sourmian n'en saura jamais plus. Le 13 août 1972, Madame Marguerite Villon est hospitalisée à Montréal, au Canada, à la suite d'un problème rénal. Ses reins se sont brutalement bloqués. Elle vient de perdre 10 kilos en une semaine et les médecins diagnostiquent une mycose généralisée de tout son système digestif. Il était largement temps d'intervenir. Marguerite Villon n'est pas inquiète, on a identifié son mal. Elle est un peu en colère, car voilà 5 ans que son médecin traitant lui fait prendre des doses de médicaments pour un diabète pratiquement sans intérêt. En même temps, il a toujours refusé de s'intéresser à des variations étonnantes dans le taux d'urée de sa patiente. Marguerite est là couchée sur son lit, la perfusion pend à la potence chromée et le liquide s'infiltre goutte à goutte à travers l'aiguille qui lui perce la veine. Elle se surprend à dire « Quel crétin ! Ah, c'est pas demain la veille que je remettrai les pieds chez lui. » Vous avez raison. Moi aussi, je suis tombé sur un médecin incapable. Mais j'en suis morte. Marguerite met un certain temps à réaliser que quelqu'un vient de répondre à ce qu'elle dit. Elle tourne la tête vers le second lit de la chambre. Dans la demi-obscurité provoquée par les stores vénitiens qui protègent des rayons du soleil, Marguerite distingue une femme couchée sur le second lit. Excusez-moi, j'étais persuadé que ce lit était inoccupé. Je dois être un petit peu comateuse. Je n'ai même pas remarqué quand on vous a amené. Sur le lit, la femme semble transparente, tant elle est fatiguée. Marguerite la regarde mieux. Mais est-ce que je me trompe?
N'êtes-vous pas Cécile Dumont de la télévision? Je suis toutes vos émissions avec beaucoup d'intérêt. J'aime tellement la manière dont vous arrivez à faire parler ceux qui sont en face de vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, si je peux vous poser la question. Cécile Dumont semble faire un effort surhumain pour répondre. Vous ne me verrez plus à la télévision. Je suis morte il y a une semaine. Et ce qui me met en colère, c'est de m'être entièrement trompé sur l'au-delà. Les choses ici sont tellement différentes de ce que l'on m'a enseigné toute ma vie. Marguerite a fermé les yeux, mais elle les ouvre soudain. Vous êtes morte il y a une semaine? Mais comment ça? Elle se dresse sur les coudes pour entendre la réponse de sa voisine de lit. Mais le lit voisin est là, entièrement vide. Les draps et les couvertures bien tirés, prêts à accueillir une patiente nouvelle. Marguerite appuie frénétiquement sur la sonnette. Il se passe quelques minutes avant qu'une infirmière ne fasse son apparition. « Alors, Madame Villon, qu'est-ce qui vous arrive ?» La jeune infirmière est souriante. Marguerite dit « Je dois avoir de la fièvre. J'ai des hallucinations. »« Bon, je vais prendre votre température. » Tout en plaçant le thermomètre, l'infirmière demande « Quel genre d'hallucination avez-vous ?»« Oh, vous n'allez pas me croire. Il y a 5 minutes, là, sur le lit voisin, je viens de voir Cécile Dumont. Vous la connaissez, la journaliste de la télévision. » La jeune infirmière ne répond rien. Son visage a pris une couleur plombée. « Cécile Dumont. Vous l'avez vue, sur le lit d'à côté. » Ce n'est pas possible. C'est ce que je me suis dit. D'autant plus qu'elle a disparu comme elle est apparue. Elle a pris le temps de me dire qu'elle était morte et qu'elle était très étonnée de ce qu'elle avait découvert dans l'autre monde. La jeune infirmière n'a pas attendu la fin de la phrase. Déjà, elle court dans le couloir en faisant claquer ses socques blanches. La surveillante de l'étage apparaît bientôt avec une expression contrariée. Le thermomètre de Marguerite révèle qu'elle fait un petit 37,8, ce qui est tout à fait normal étant donné son état. Vous dites que vous avez vu Cécile Dumont. Mon Dieu. Vous étiez au courant? Au courant de quoi? Eh bien, en effet, nous avons eu Cécile Dumont dans notre service jusqu'à mardi dernier. Et elle était dans cette chambre. Malheureusement, son état était déjà trop critique. Elle nous a quittés. Vous voulez dire qu'elle est morte dans ce lit il y a quelques jours? Oui. Oui, c'est pourquoi cela semble étrange que vous l'ayez vue et qu'elle vous ait parlé. Le professeur Hébrard est très intéressé par le récit de ces événements. Il n'en tire aucune conclusion quant à l'état de santé de Marguerite Villon, mais dans l'après-midi, l'aumônier de l'hôpital vient rendre visite à Marguerite pour parler de cette apparition bizarre. Et il lui demande soudain « Verriez-vous un inconvénient à ce que je procède à une bénédiction de la chambre? J'ai demandé au professeur Hébrard de faire de même pour tout le service. Et puis je dirai une prière pour le repos de l'âme de Cécile Dumont. Je sais qu'elle était farouchement agnostique, mais puisqu'elle dit elle-même avoir été dans l'erreur, je ne vous demande pas de réciter une prière, vous devez vous reposer. Mais si vous vous joignez à moi simplement par l'intention, cela sera déjà beaucoup. » Marguerite se sent soudain prise de panique. « Enfin, mon père, vous ne pensez pas que Cécile Dumont est venue pour me prévenir que moi aussi, j'allais bientôt la rejoindre? » « Je ne le pense vraiment pas. » Marguerite, malgré ses 65 ans, possède un sens de l'humour intact et elle dit « J'adore les émissions de Cécile Dumont, mais je n'ai aucune envie de poser ma candidature pour y participer dans l'autre monde. » L'abbé prend congé de Marguerite en réfléchissant à haute voix. « Il faut que j'en parle à l'évêque. Toutes ces histoires de fantômes, ça commence à bien faire. » La dernière phrase de l'aumônier intrigue Marguerite. Toutes ces histoires de fantômes? Cela veut-il dire qu'il s'est passé autre chose dans le service?
La surveillante, qui s'est prise d'amitié pour Marguerite, lui avoue la veille de son départ. Eh bien oui. Maintenant que vous êtes tiré d'affaire, je peux bien vous le confier, nous avons eu dernièrement une autre histoire de fantôme. La patiente, qui était avant vous justement dans votre lit, s'est réveillée un matin avec une forte poussée de fièvre. Le professeur Hébrard a demandé des analyses de sang, tout était normal, compte tenu de sa maladie, bien sûr. Enfin, elle a fini par nous dire « Je suis agité parce que j'ai fait un cauchemar. Je rêve que je suis en train d'attendre dans une longue file de malades. Nous portons tous les chemises de l'hôpital boutonnées dans le dos et nous attendons devant une porte impressionnante, un peu comme les portes des ascenseurs d'ici. De temps en temps, la porte s'ouvre et il s'en échappe une lueur aveuglante qui empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. À chaque ouverture, quelqu'un de la file pénètre à l'intérieur et la file avance d'un cran. Derrière moi, il y a un monsieur assez âgé, barbu, certainement un Indien ou un Pakistanais. Il marche avec une canne. Devant moi, il y a une petite fille blonde. Je suis étonné parce qu'elle n'a pas plus de 7 ou 8 ans et personne ne semble l'accompagner. Bientôt, elle est devant la porte. Elle se retourne vers moi et elle me dit « Après moi, c'est vous. » Et je constate avec effroi que la pauvre gamine a le visage à moitié dévoré par une tumeur horrible, une sorte de cancer. Mais elle sourit quand même. La surveillante sort un mouchoir de sa poche. Elle semble très très émue par le récit du rêve de la malade précédente. Marguerite Villon demande « Cette petite fille, elle est hospitalisée dans le service ?» La surveillante dit avec un sanglot « Oui, elle est dans le même couloir que vous, la chambre 313. » En principe, notre formation nous permet de ne pas nous attacher aux malades, mais cette pauvre Chloé fait preuve d'une telle patience. Elle a un courage admirable. Marguerite Villon dit « Et la suite du rêve, s'il y a une suite ?» Oui. La malade a donc rêvé que la petite Chloé lui disait « Après moi, c'est vous ». Elle en était toute bouleversée, et nous avons dû lui administrer un calmant. Eh bien, vous le croirez si vous le voulez, mais 15 minutes plus tard, elle est morte. Nous avons fait intervenir tout le service avec les grands moyens. Impossible de la ranimer. Avouez que c'est quand même bizarre. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'en quittant sa chambre, nous avons su que la pauvre petite Chloé, elle aussi, venait de mourir 5 minutes à peine avant la malade qui avait rêvé d'elle. Ainsi comme dans le rêve, elle s'était suivie de près pour franchir, qui sait, la porte du paradis peut-être. Marguerite ne reste que 8 jours à l'hôpital. Quand des amis dévoués viennent la chercher pour la ramener chez elle, encore toute flageolante, elle leur avoue « Oh, j'ai été merveilleusement soignée, mais si j'ai un problème, je ne sais pas si je reviendrai ici. J'ai vu Cécile Dumont, et puis il y a eu la mort de la petite Chloé, juste avant celle de l'autre malade qui avait rêvé qu'elle était devant la porte du paradis. » Marguerite continue son récit. « Oh, pour être bizarre, c'est bizarre. Et le pire, c'est qu'un autre malade est décédé ce matin. Un vieux monsieur charmant, un ancien juge de la Réunion. Il avait une barbe, m'a-t-on dit, et il marchait avec une jolie canne. » Existe-t-il dans une dimension inconnue des êtres capables de communiquer avec les humains? Des êtres détenteurs de secrets magiques? Des êtres capables de résoudre les problèmes qui excitent les hommes depuis des années? Ce récit pourrait nous en convaincre. Jean-Michel, dimanche prochain, je fête mon anniversaire chez ma sœur à Chantilly. Si tu es libre, ça me ferait plaisir que tu viennes. Jean-Michel est d'accord. Il faut dire que depuis qu'il a fait la connaissance de Grégoire Moulin, là-bas en Algérie, ils sont devenus une véritable paire d'amis, tous les réunis. Un même goût pour la littérature, un même sens de l'humour et de la dérision. À présent,
qu'ils sont tous les deux revenus à la vie civile, il ne se passe pas de semaine sans qu'ils ne se fassent une petite bouffe dans un bistrot parisien. Ils partagent tout, les copains, les filles, deux amis inséparables. Le dimanche suivant est une journée magnifique. Daniel, la sœur de Grégoire, habite une petite maison à l'orée de la forêt de Chantilly. L'atmosphère est campagnarde. Grégoire fait les présentations. Maman, ma sœur Daniel, Salomon, mon beau-frère, et voici Chantal, ma nièce, qui va être vétérinaire. Tout ce petit monde est très sympathique. Daniel a préparé un déjeuner simple mais raffiné. Le vin est généreux et tout le monde fait honneur au repas. Au moment du café, on se demande comment on pourrait bien continuer la journée. Une promenade en forêt? On en a déjà fait une très longue ce matin en guise d'apéritif. Tout le monde a déjà visité le château et les grandes écuries. Jean-Michel dit « Est-ce que ça vous amuserait de faire un peu de spiritisme ?» Étrange question à un moment étrange. Grégoire demande « Ah bon, pourquoi tu es médium ?»« Non, pas vraiment. Enfin, disons qu'avec moi, ça marche. » Grégoire dit « Eh bien, c'est curieux que tu proposes ça. Parce que dans la famille, nous sommes médiums. Maman et moi, on s'amusait à faire sauter les guéridons quand j'étais plus petit, et Daniel aussi. Mais on n'y a pas prêté ton importance. Et le curé a dit à maman que c'était des diableries. Alors on n'y a plus pensé. » Chantal, la nièce de 13 ans, est enthousiaste. « Oh oui, faisons tourner les tables, je voudrais voir ce que ça fait. » Salomon, le beau-frère, bourre sa pipe. Il est un peu sceptique et pas du tout porté vers les domaines mystiques. « On ferme les volets ? Ben pourquoi, il fait beau? Autant laisser le soleil rentrer. » « Quel est le système que tu préconises ? » ?»« Moi, j'aime bien le verre renversé et les lettres de l'alphabet. » Jean-Michel explique cette façon d'interroger l'au-delà. Les entités qui viennent faire bouger le verre frôlé par les doigts des médiums, les messages lettre par lettre. J'espère que ça ne sera pas long, sinon tant pis. Toute la famille, Salomon excepté, tend un doigt vers le verre renversé. Et l'attente commence. Pas trop longue, il faut le dire. Ça y est, je sens quelque chose. Le verre bouge. Qui es-tu ? Le verre va toucher les lettres. Daniel touche le verre d'une main et note les lettres de l'autre sur un bloc de papier. N-O-T-I-V-O. Notivo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, tu lui demandes son nom, il te le donne. Notivo. C'est comme ça qu'il s'appelle ? Ça n'a pas l'air français. De quel pays es-tu ? N-O-R-V-E-G-E. Norvégien ? Un Norvégien. C'est pas banal. En tout cas, il comprend bien le français. À mon avis, les esprits de l'au-delà n'ont pas besoin de traducteurs. Ils doivent comprendre toutes les langues. Où es-tu ? La réponse vient sans hésitation. Je suis en enfer. La famille Moulin reste un moment silencieuse. En enfer ? Ça fait quand même un drôle d'effet. C'est quoi l'enfer ? Je suis seul. Pourquoi es-tu en enfer ? Et lettre par lettre, la réponse arrive. Parce que j'ai défié Dieu. Il s'agit donc d'un damné. Mais rien n'indique une souffrance atroce. Il faut en savoir davantage. Jean-Michel demande à haute voix « Que faisais-tu dans la vie ?» « J'étais moine. »« De quoi es-tu mort ?»« De la varicelle. » Grégoire dit « C'est pourtant pas une maladie mortelle. » Jean-Michel le doit toujours coller au vers baladeur rectifie. Aujourd'hui, non. Mais j'ai lu qu'au Moyen-Âge, il y avait eu des épidémies mortelles de varicelle. On continue l'interview de Notivo, moine norvégien qui veut bien faire des confidences. On n'est pas au bout des surprises. Chantal, la petite nièce, lance une question qui la préoccupe. « Où vivais-tu » ? ?»« Dans une ferme. » Après tout, pourquoi pas ? On pense que les moines norvégiens ont dû être assez près de la nature. Chantal, futur vétérinaire, obsédé par les animaux, demande soudain « Combien y avait-il d'animaux dans la ferme ?» Grégoire Larabeau, tu parles d'une question. Qu'est-ce que ça vient de faire ? Combien y avait d'animaux dans la ferme ? Mais Notivo Bonaparte veut faire plaisir à la petite et il se met en devoir de répondre, de manière surprenante. Délaissant les chiffres arabes qui sont posés sur la table à la suite des lettres, le vers promeneur se met à désigner la lettre I,
1 fois, 2 fois, 3 fois. Jean-Michel, Grégoire, Daniel et la maman Moulin ont de la peine à suivre. Le verre leur échappe parfois. Et il fait un va-et-vient entre la lettre I et le centre de la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire I? Mais non, ce n'est pas I qu'il nous montre, c'est le chiffre 1. Il est en train de compter tous les animaux de la ferme. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, même pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice, le ver va taper sur la lettre I ou le chiffre 1, comme on veut, plus de 1000 fois, 1234 fois exactement, pendant plus de 30 minutes sans interruption. C'est un peu lassant, mais Notivot a l'air si content de parler avec quelqu'un. Grégoire conclut. Pas de doute, il a tout compté, les vaches, les cochons, les chevaux, les chèvres, les poules, les canards, les élans. Ah, pour une question idiote, c'est une question idiote. Maman Moulin demande, à quelle époque vivais-tu? Au XIIIe siècle. Bigre, c'est bien loin. Il est rare que des esprits se manifestent aussi longtemps après leur décès, 600 ans. Cet esprit doit avoir une belle énergie. Jean-Michel fait un rapide calcul. XIIIe siècle, un moine. Et immédiatement, une question lui vient aux lèvres. As-tu connu les Templiers? Oui, très bien. Tout le monde retient son souffle. Une question s'impose, comme ça, pour voir. Sais-tu où se trouve le trésor des Templiers? Sans hésitation, le ver répond, oui, je le sais. Où est-il? À X. Où ça, à X? Près de la cathédrale? Comment reconnaître l'endroit? Notivot, sans réticence, donne alors tous les détails nécessaires. Il se trouve dans un bâtiment détruit, près de la cathédrale. Il y a un signe sur le mur, mais personne ne comprend ce que cela signifie. C'est très clair, mais personne ne comprend. Puis il ajoute, « Inutile d'essayer de prendre ce trésor, car seul un Templier pourra le faire. » Toute la famille est sous le choc de cette révélation. C'est stupéfiant. On entre en contact avec une entité lointaine qui vous révèle tout à trac où se trouve l'un des trésors les plus fabuleux de l'humanité. Grégoire dit, et si on prenait contact avec la municipalité? Non mais tu nous vois arrivant et disant, ça y est, on sait où est le trésor des Templiers. Il suffit de trouver un bâtiment détruit, non loin de la cathédrale, de déchiffrer un signe sur un mur pour que le magot soit à vous. Il nous fera enfermer. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il y ait un Templier dans le conseil municipal. Ça ne fait rien, la séance se termine, le soleil se couche, et après cette journée passionnante, il est temps pour Jean-Michel de regagner Paris avec le rêve d'avoir reçu une révélation surprenante. Grégoire dit pourtant, si ça se trouve, c'était un esprit farceur. Enfin, de toute manière, ça fait rêver. Le rêve va continuer, car quelques jours plus tard, Jean-Michel rencontre une relation qui fait dans l'ésotérisme. Il lui raconte la séance, on donne tous les détails, sans mentionner le nom de la ville de X. L'ami réfléchit un moment et dit « Notivot. Notivot. Ah oui, il me semble qu'il s'agit en effet d'un grand initié du Moyen-Âge. C'est très intéressant comme communication. » Quelques années plus tard, lors d'un voyage commercial, Jean-Michel arrive à X pour la première fois de sa vie, et soudain les révélations de Notivot lui reviennent en mémoire. Il se précipite vers la cathédrale, et là il reste béat d'étonnement. Près de la cathédrale de X, il existe un petit square entouré d'une grille. Au centre, on voit les restes d'un bâtiment gothique détruit. Sur le pignon de la rue, en levant les yeux, Jean-Michel lit la plaque qui dit « Square du Trésor ». Les habitants d'X reconnaîtront d'eux-mêmes leur ville. Il ne faut jamais détrousser un mort. Même si l'on fuit au milieu d'un cataclysme de fin du monde, même si ce cadavre porte au doigt un bijou fascinant. Qui sait? C'est peut-être ce bijou qui l'a tué et qui va vous tuer vous-même. Cette histoire commence en pleine guerre de l'ex-Congo belge. Les Blancs, isolés dans les plantations, fuient avec leurs biens les plus précieux,
ils essaient de passer inaperçus à travers la forêt. Certains parviendront au point de rassemblement, d'autres, moins heureux, finiront dans un fourret et leurs cadavres, gonflés par la chaleur, seront dévorés par les animaux sauvages. Michel Gampenon et sa femme Isabelle profitent du jour levant pour se glisser le long d'une piste étroite parmi les arbres géants. Ils portent chacun une valise avec les biens les plus précieux de la famille. Mais pour l'instant, ce qu'il faut sauver, c'est leur vie. Normalement, dans 1 heure, on devrait arriver au poste militaire, alors courage. Isabelle ne desserre pas les dents. Elle tient sa valise d'une main et de l'autre, elle se cramponne à celle de Véronique, leur fillette de 7 ans. « Maman, regarde, le monsieur là, tu crois qu'il dort ?» Isabelle sait que les messieurs ne dorment pas au bord des pistes forestières. Non, Véro, il ne dort pas. Il est mort. D'ailleurs, le cadavre n'a plus que la moitié de son visage. Michel, le fusil à la main, s'approche du malheureux. Il n'aura plus peur de rien, pauvre gars. Véronique observe le corps. Ses parents n'ont plus la force de l'éloigner de ces visions macabres. On ne peut pas traverser un pays en révolution en regardant les nuages. Maman, tu as vu? Il a une jolie bague, le monsieur. À l'annulaire droit du cadavre, un bijou brille dans la pénombre du fourret. Michel dit: « Ah, tu as l'œil. C'est vrai que c'est une belle bague. » Isabelle marche déjà en avant-garde. Elle dit d'un ton suppliant: « Michel, pressons-nous, j'ai peur. » Michel Gampenon répond: « On ne peut pas laisser ce cadavre avec une aussi belle bague au doigt, je la prends. Enfin, tu es fou d'étrousser un mort, ça porte malheur. Laisse-lui sa bague. D'ailleurs, elle me fait une drôle d'impression. » Mais non. C'est peut-être cette bague qui permettra d'identifier ce pauvre type. Et puis elle est si belle. Ça serait dommage de la laisser assez sauvage. Il réfléchit un moment. C'est quand même curieux qu'il lui ait laissé ce bijou. Ça a l'air d'être de l'or. C'est bizarre. C'est ainsi que Michel Gampenon devient propriétaire de la bague. Il la glisse dans sa poche et l'oublie. Jusqu'au moment où l'avion qui les ramène en Belgique décolle. Tiens, la bague. Regarde Isabelle, ça représente un serpent, un cobra à collerette. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air plutôt ancien. Ça me rappelle vaguement l'Égypte. Michel trouve que la bague fait très bien à son doigt. Il l'enfile à sa main droite et n'y pense plus. Lui et sa famille parviennent sains et saufs à Bruxelles. Enfin, ils semblent être sains et saufs. Ils ont échappé au massacre. Mais Michel meurt brutalement d'une maladie mystérieuse que personne n'est capable de diagnostiquer. Quelques semaines plus tard, Isabelle retrouve le serpent d'or parmi les affaires de son mari. Elle lui a enlevé avant la mise en bière. Ce bijou me donne la chair de poule. Le jour même, elle vend le bijou à M. Moewitz, qui tient la petite bijouterie antiquaire au coin de la rue. Mais la bague ne va pas très loin. « Isabelle, regarde, je viens de faire une affaire superbe. J'ai trouvé une bague en or magnifique chez ton petit brocanteur. » Celui qui parle ainsi, c'est Frédéric Larminier, le propre beau-frère d'Isabelle Gampenon. Ils habitent dans le même quartier, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se revoir depuis le retour de Michel et d'Isabelle. « Tu l'as acheté ?»« Oh non, je t'en prie, c'est moi qui l'ai vendu. Michel l'a trouvé sur un cadavre et je suis persuadé que c'est cette bague qui l'a tué. » « Dis donc, mon Isou, j'ai l'impression que le Congo, ça t'a drôlement secoué. Tu me diras qu'après tout, après ce qui vient d'arriver... » Frédéric Larminier porte la bague pendant quelques semaines. Un soir, il invite Isabelle et Véronique à dîner. Marie-Louise Larminier, la sœur d'Isabelle, n'attend pas le dessert pour aborder un sujet qui la préoccupe. « Frédéric, mon chéri, raconte ton rêve à Isou. » Frédéric veut se donner l'air courageux, mais on sent son inquiétude quand il dit « Oh, ce n'est rien. » Mais enfin, il y a une semaine, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu une sorte de pharaon égyptienne qui m'apparaissait.
Et elle me disait, « Tu possèdes ma bague royale. Elle a été volée dans mon tombeau. Mais ce bijou porte une malédiction. Jette-le dans le fleuve dès demain, sinon tu mourras. » Isabelle frissonne en entendant ce récit. Frédéric continue. « Évidemment, je ne l'ai pas acheté. Et je suis toujours vivant. » Dans le mois qui suit, Marie-Louise Larminier s'inquiète de ne pas voir son mari rentrer du travail comme d'habitude. La police le découvre dans une ruelle déserte poignardé. On conclut à un crime de rôdeur. Jamais élucidé. Frédéric, sans doute mu par un pressentiment, a laissé une petite note laconique. « Si je meurs, je désire léguer mon cobra d'or à Joseph Payer. » Joseph Payer, un collègue de travail de Frédéric, accepte le legs sans sourciller. Il connaît l'histoire du bijou, il connaît l'histoire du rêve et de la pharaone. Il enfile donc le cobra d'or à son doigt et il annonce « Si cette bonne femme vient me déranger en rêve, elle va trouver à qui parler. » Pourtant, au bout de 6 mois, Joseph Payer est obligé d'avouer à ceux qui lui trouvent l'air soucieux « Ben oui, moi aussi j'ai rêvé de la pharaone égyptienne. Elle m'a dit aussi que j'avais 24 heures pour jeter la bague à l'eau. » C'est pourquoi personne ne s'étonne trop quand Joseph Payer meurt à son tour. Un accident de chasse. Il s'est pris les pieds dans une racine et il s'est tué avec son propre fusil. C'est Hector Payer, le frère de Joseph, qui devient l'héritier naturel du cobra d'or. Mais il ne tient pas à porter le bijou décidément bien maléfique. C'est fou. Ça fait 3 mois que j'essaie en vain de fourguer cette fichue bague. C'est un bijou splendide, mais personne n'en veut. Je l'ai même passé à la salle des ventes, dans une bonne vente. Eh bien, personne ne s'y est intéressé. Ben forcément. T'as raconté l'histoire du rêve et de la malédiction. Les antiquaires, ils sont souvent superstitieux. Personne ne veut tenter le diable. Il ne te reste plus qu'à en faire don au musée de Bruxelles. Si c'est bien un bijou égyptien, et qui plus est royal, seul un musée peut en prendre possession sans craindre le mauvais sort. Isabelle Gampenan a une idée. Essaie de la revendre à monsieur Mosevitz. Il me l'a bien acheté une fois. Pourquoi pas 2? Mais monsieur Mosevitz a changé d'avis. Il refuse absolument de reprendre la bague dans sa boutique. Vous savez, pendant que j'avais la bague, j'ai été cambriolé 2 fois. Il y a eu le feu dans ma boutique. Non, non, merci, ça suffit comme ça. En désespoir de cause, Blanche Payer, la propre femme d'Hector, lui dit « Cet été, nous allons passer chez Henriette à Bruges. Elle trouvera bien un bijoutier intéressé par une bague de cette qualité. » Blanche et Hector Payer descendent donc 2 mois plus tard, et ils font étape chez Henriette, la sœur de Blanche. Dès le premier soir, la bague en forme de cobra d'or est sortie du petit étui qui la contient. Honnêtement, Henriette, avant que tu te charges d'écouler cette bague, il faut que tu connaisses son histoire. Enfin, ce que nous savons de son histoire. Je ne voudrais pour rien au monde introduire cet objet chez toi sans que tu saches les risques qu'il pourrait te faire courir. Henriette éclate de rire. « Mais vous en faites une tête, mes pauvres cocos. Franchement, Blanche, je croyais que l'éducation rationaliste que nous a donnée papa te mettrait à l'abri de telles élucubrations. Bon, d'accord, Michel Gampenan est mort, comme tout le monde, et Joseph aussi. C'est ce qu'on appelle une série noire. Mais ce ne sont pas ces quelques grammes d'or qui vont me faire dresser les cheveux sur la tête. À propos, c'est de l'or à combien de carats? » Elle examine la bague à l'aide d'une loupe. En tout cas, c'est un bijou magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'intérieur de l'anneau, il y a une inscription à demi effacée. Ça serait intéressant si quelqu'un parvenait à la traduire. Moi, elle me plaît bien, cette bague. Combien voudriez-vous en tirer? Blanche et Hector font une moue. Tu sais, n'importe quelle offre sera la bienvenue, du moment qu'elle fiche le compte chez nous. Et si je vous en offrais, disons, 30 000 francs? Tu es folle. Bon, j'irai jusqu'à 40 000, mais pas un sou de plus. Mais non, tu ne comprends pas. C'est pas une question d'argent.
Si tu veux, elle est à toi pour 20 000. Mais ne fais pas ça. Essaie de bien la vendre, mais surtout, n'en deviens pas propriétaire. Oh, assez de balivernes. Bon, allez, l'affaire est conclue. Demain, je passe à la banque. Je vous paierai en liquide. Allez, tout le monde au lit et bonsoir. Au dehors, la lune illumine le calme des canaux. Tout respire la tranquillité. Tranquillité trompeuse. Dans la nuit même, Blanche est réveillée par un bruit suspect, comme un craquement sinistre du bois. « Hector, tu entends ?» Hector a entendu. J'arrivais pas à dormir. Cette histoire de bague me turlupine. Rien que de la savoir sous le toit où l'on dort, ça me rend malade. Va voir en bas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. Blanche et Hector enfilent leur robe de chambre et descendent le grand escalier de bois qui mène au rez-de-chaussée. Et là, ils constatent que 2 ombres s'agitent dans la salle à manger. Hector crie « Ne bougez pas !» Un coup de feu claque. Blanche est mortellement blessée. Elle meurt entre les bras d'Henriette qui est accourue. Les 2 hommes s'enfuient. Quand les gendarmes arrivent, Henriette constate que la bague a disparu. Je ne l'avais pas encore payée. Elle appartenait encore à mon beau-frère et à ma sœur. C'est peut-être pour cela que Blanche est morte. La bague a depuis disparu. Où est-elle? Ne serait-ce pas vous, par hasard, qui avez, sans le savoir, acheté la bague maudite?